Alors, je suis animateur, du coup, j'ai pas de slide. J'ai le meilleur rôle aujourd'hui. Et donc, je vais faire un petit mot introductif et ensuite, je laisserai les personnes de la table ronde s'approcher. D'abord, je remercie Interchanvre de nous donner l'occasion d'échanger sur la qualité des fibres. C'est pour moi un honneur d'animer cette table ronde sur la qualification de la qualité, parce qu'il n'y a pas de mauvaise fibre, il n'y a que des utilisations inadaptées de cette fibre. C'est le 3e congrès All Hemp, et donc on est dans l'Académie du climat, et ça tombe bien parce que l'Académie du climat elle a été montée par la mairie de Paris, justement pour ça, pour faire des cours, des interventions et réfléchir à ce que l'on peut faire pour le climat. Alors je vais me présenter rapidement. Je suis juste persuadé que les fibres naturelles, avec le faible impact environnemental à la production et les caractéristiques différenciantes, sont des solutions pour les problématiques du réchauffement climatique. Mon nom, c'est Karim Bellouli. Je dirige Ecotechnilin, qui est un producteur de matières à base de fibres naturelles depuis 30 ans. Et moi, je suis dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Ecotechnilin, sa vision, donc, c'est que l'impact environnemental, la consommation locale, la création d'emplois, l'économique sont autant de choix qui vont s'offrir aux consommateurs et tout ça va peser dans le choix du consommateur. Notre mission, c'est de produire des matériaux à base de fibres naturelles et ou recyclés pour diminuer l'impact environnemental des industriels. On produit 7 millions de pièces automobiles par an, 54 modèles qui tournent aujourd'hui sur le parc. Donc aujourd'hui en Europe, on produit environ 200 véhicules et donc on en produit 54 avec les pièces Ecotechnilin. Et pour le chanvre, juste pour que vous ayez en tête, il y a du chanvre dans l'Opel Insignia, il y a du chanvre dans la Hyundai i30, dans la Ford Kuga, dans la Ford Transit Connect, dans tous les panneaux de porte de Volkswagen Golf, chez Ligier, chez Axam, dans la Jeep Renegade, dans la Volvo XC40, dans la Renault Mégane E-Tech et pour finir, dans la dernière McLaren. Donc le chanvre, c'est évidemment une évidence et je ne vais pas rappeler pourquoi on utilise du chanvre. Le chanvre, c'est une solution pour l'agriculteur. C'est une bonne tête de rotation. C'est des débouchés garantis, une rémunération plutôt stable. C'est un désherbant naturel et c'est zéro phyto. Donc ça améliore le bilan carbone de la ferme et tout ça a été rappelé dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Pour l'industriel que je suis, c'est assez simple. Performance mécanique, performance acoustique, performance thermique, biodégradable, traçable. On maîtrise l'impact environnemental et il est plutôt faible. Donc on peut diminuer l'impact environnemental de nos produits et de nos clients. Et on a une visibilité prix grâce à la stratégie des producteurs. Et ça, c'est un point clé qui différencie le chanvre de n'importe quelle autre matière. C'est que je sais longtemps à l'avance combien je vais payer et donc je peux m'engager en tant qu'industriel à utiliser le chanvre sur le long terme. C'est pour ça qu'Ecotechnilin a fait le choix du chanvre il y a une quinzaine d'années. C'est aussi pour ça qu'il y a des grands donneurs d'ordre dans l'automobile qui ont fait le choix du chanvre parce qu'ils ont été rassurés par les gens que vous avez vus ce matin sur notre capacité à les accompagner en volume et en prix et en qualité. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler qualité, sélection variétale, culture, défibrage, travail de toutes les fractions végétales, que ce soit de la Schoenvotte, de la fibre longue, de la fibre semi-longue et de la fibre courte. Et donc je donne la parole à Estelle Delangle, qui est directrice du pôle européen du chanvre. Merci, c'est bon, c'est marche. Merci beaucoup Karim. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Un grand merci à Franck, Nathalie et l'équipe pour ce super colloque. Alors, ouais, moi je voudrais reprendre ce que tu disais, Karim. Il n'y a pas de mauvaise fibre. Et effectivement, on nous a demandé de parler de qualité des fibres. Moi, je vais vous parler du projet eChat, mais avant de vous parler de ce projet, je vais juste rebondir sur cette question de la qualité et de ce qui avait finalement nous a amené à travailler dans ce projet. C'est finalement de regarder les fibres comme pouvant être utilisées de manière extrêmement diverse, avec des marchés qui sont pas infinis, mais des fois on se demande quand même. Et avec un enjeu de se dire, finalement, il faut juste mettre la bonne fibre au bon endroit. Voilà. Oui, ça c'est moi. Donc moi, je dirige le pôle européen du chanvre. On est une société coopérative d'intérêt collectif
avec une 50aine d'associés. Notre particularité, c'est qu'on travaille le chanvre dans toutes ses dimensions, de l'amont à l'aval. On a la chance d'avoir des associés qui sont des agriculteurs, des transformateurs, et ensuite des entrepreneurs, des maçons, des architectes, des différentes entreprises du textile ou d'autres secteurs du chanvre. Et donc, on s'est lancé dans ce projet iChat parce que justement, en fait, en fonction des différentes valorisations marché, on va avoir des qualités, des tailles de fibres différentes, des itinéraires techniques agricoles différents, on va le voir tout de suite, et puis des process de transformation différents. Et tout ça, ça implique quoi? Ça implique des modèles économiques différents également. Ce qui nous a amené à monter ce projet, enfin, c'est aussi qu'il y a un grand engouement pour le textile aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de projets, il y a plein de collabs bilatérales. Nous, ce qu'on veut, c'est une filière qui soit robuste, qui soit solide, qui tienne la route économiquement et qui soit française. Et c'est vraiment l'objet donc de ce projet qui a pour but de dérisquer finalement des futurs investissements industriels. Donc on parle de textile industrialisé, de développer nos territoires par la même occasion. Et c'est un projet qui est extrêmement ancré dans 3 territoires, je vais y venir, en ayant finalement une approche 3x3, c'est-à-dire qu'on travaille les 3 principales typologies de fibres, c'est-à-dire, comme je l'ai dit avant, la courte, la semi-longue, qui elle peut avoir déjà différentes origines, et puis la longue. Et on va aller regarder les itinéraires techniques pour obtenir ces fibres, travailler la qualité de ces fibres et challenger tout ça sur le plan économique, donc avec des scénarios. Donc voilà, quand on utilise tel itinéraire technique, à combien il sort notre produit? Parce qu'on peut avoir des super technos qui vont pas nous permettre d'avoir un prix adapté au marché. Et puis on va aussi challenger tout ça avec un lot 4 d'analyse d'impact écologique, parce que par exemple on peut faire des super mélanges, super doux, super sympas, qui vont être absolument pas recyclables et qui vont derrière faire très mal aux metteurs en marché sur un PEF par exemple. Donc l'idée c'était vraiment de regarder ça, d'améliorer les technos, mais en n'oubliant jamais ces 2 dimensions, donc en challengeant ça avec ces 2 dimensions. Donc on travaille avec toute la chaîne de valeur. Ça ne veut pas dire que le projet il est exhaustif. Et d'ailleurs, on a commencé récemment à travailler avec des partenaires, à essayer d'ouvrir un petit peu ce travail pour pas s'enfermer. Et on va donc du champ, grâce à la présence de la chanvrière. Alors j'ai quelques partenaires dans l'audience que je salue. Et puis ensuite, on va aller peigner, carder la fibre avec peignage qui va préparer les rubans. Ensuite, on a le plaisir d'avoir Ecotechnilin dans le pipe également. L'acteur, c'est vraiment des acteurs incontournables. Et ensuite, on arrive en bout de chaîne industrielle avec Corderet Meyer-Sambeuf sur des usages plus techniques, corps de ficelle, et puis Lacoste pour l'habillement, qui fait des tests donc de produits démonstrateurs. Et on a la chance d'être accompagné par 2 universités qui vont venir, elles, qualifier, caractériser, tester. Et puis tout cela piloté par l'Union des industries textiles Champagne-Ardenne, parce que c'est un produit résolument industriel. FRD Codem, parce que c'est un projet résolument technique et industriel. Et puis le pôle qui essaye d'agencer tout ça. Et donc très rapidement, parce que je suis presque au bout de mon temps, c'est vraiment la coopération qui est au cœur de ce projet, où on va mettre en place des scénarios d'itinéraires techniques du champ au produit fini sur les 3 typologies de fibres. Donc on va aller essayer d'aller pousser un peu les mélanges sur la courte par exemple. On va essayer d'aller challenger un peu tout ça. On va aller tester les différentes semi-longues en fonction de leur provenance. Est-ce qu'on a des étoupe de peignage, de teillage, est-ce que c'est d'autres process, avec aussi des travaux exploratoires, notamment d'explosion vapeur. Et puis travailler l'aval dans un deuxième temps avec la conception, la production et l'analyse de produits finis. On a déjà des produits
qui du coup reviennent au lot 1 parce que ça se tricote pas comme on veut. Alors on revient au lot 1 et on est dans un cercle itératif. Et pendant ce temps, eh bien le pôle et l'UIT Champagne-Ardenne s'amusent à faire le grain de sel et à venir challenger tout ça avec l'analyse du modèle économique. On a presque terminé notre étude de marché qui est un petit peu la base et que grâce à mes discussions aujourd'hui ici, on va encore pouvoir enrichir. Donc c'est génial. Et puis d'analyse d'impact économique. Quand tu es général blanc, quand ça bloque au point technique, ça veut dire que le produit va coûter plus cher à la fin. Donc on va voir si ça se vérifie pour arriver derrière avec un dimensionnement d'investissement potentiel. On est sur 3 régions, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Ça a été un projet assez sympa à monter. Mais maintenant, il tourne bien et on a un vrai soutien, un vrai ancrage territorial. Et puis, notre dernière dimension qui est l'analyse d'impact écologique, avec notamment l'analyse de recyclabilité des mélanges et potentiellement une étude préparatoire à ACV qui pourrait potentiellement compléter ce que nous présentera plus en détail demain EVA et l'Interpro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près le temps de vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là jusqu'à demain et j'ai au moins 3 ou 4 partenaires qui sont dans la salle qui pourront répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Estelle. La parole à Nathalie Révol, responsable change chez LC Bio. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc l'association Lin et Chanvre Bio pour laquelle je travaille est née en 2013 en Normandie. Elle rassemble agriculteurs, tailleurs, filateurs, tisseurs, confectionneurs et marques. Et elle travaille sur 2 objectifs principaux: développer et promouvoir le lin textile issu d'agriculture biologique et construire et pérenniser une filière chanvre textile fibre longue sur le modèle du lin en AB et en conventionnel. Il existe 2 types de défibrage distincts pour le chanvre textile. Le défibrage chanvrier, duquel les fibres sortent en vrac, avec une longueur d'environ 15 à 30 cm, et le taillage ligné, où les tiges sont parallèles en entrée de ligne et duquel sortent des fibres parallélisées d'environ 80 cm, dites fibres longues. C'est ce procédé-là qui nous intéresse et lorsque nous avons commencé les essais avec le soutien de l'Agence de l'eau en 2017, il n'existait pas d'outil dédié pour paralléliser le chanvre. Nous avons parallélisé manuellement les essais et coupé à la disqueuse. Puis nous avons fait venir notre première faucheuse chinoise rudimentaire et rédigé un premier itinéraire technique pour les chanvres fibres longues qui fait aujourd'hui référence. Lors d'un travail collectif avec nos partenaires, nous avons réalisé la première petite série de jeans 100% chanvre cultivés en Normandie. Puis en 2019, c'est la rencontre avec la Linière du Nord de Caen et la région Normandie qui ont vraiment donné un atout supplémentaire parce qu'ils étaient très volontaires pour participer aux essais de lin et chanvre bio. En 2021, la Linière du Nord de Caen et la région Normandie ont financé un prototype automoteur fabriqué par Hilaire. Cette faucheuse coupe le chanvre en 2 longueurs de 1 mètre et les parallélise au sol. Les tiges de tête et les tiges de pied sont endainées séparément. Dès lors que cette opération est effectuée, les outils sont communs pour le lin et le chanvre. L'itinéraire culturel pour le textile est très différent du chanvre technique et c'est une culture à risque. On sème dans les terres à fort potentiel, à très haute densité, environ 500 grains au mètre carré, pour avoir des tiges fines. On fertilise peu et on n'attend pas la graine pour ne pas avoir des fibres trop lignifiées. Avec le fauchage et la parallélisation est spécifique et coûteux. Le taillage, lui aussi, coûte cher. Le rouissage est primordial et difficile à maîtriser car il dépend des conditions climatiques et au final, il est parfois difficile de trouver une fenêtre météo pour enrouler sec le chanvre rouille avant de le stocker. De plus, il faut un équipement spécifique, disponible et conséquent.
Le bénéfice pour l'agriculteur est directement lié à la qualité des fibres après taillage. Le producteur est rémunéré au kilo de fibres et non pas à la tonne de paille. Et la recette peut varier du simple au double selon la qualité. Lors des commissions filasse qui se déroulent dans les taillages, les courtiers classent les fibres de manière organoleptique en fonction de critères de finesse, solidité, homogénéité. La recette moyenne brute 2024, par exemple, à la linière du nord de Caen, qui a fait à peu près 600 hectares en 2024, était de 4 500 € à l'hectare, soit environ 2 700 € de marge nette, déduction faite des frais de culture. Un prototype de description optique installé directement à la sortie de la ligne de taillage est actuellement en phase de R&D pour le lin. Il sera probablement utilisé un jour également pour le chanvre. Il y a un temps long entre le champ et le tissu, entre le moment où l'agriculteur stocke les roundballers et le moment où le tissu existe, prêt à être présenté à des marques. Il y a de nombreuses étapes. Le taillage, le peignage, l'assemblage des lots peignés, la filature, le tissage et l'ennoblissement. Cela prend généralement 2 ans pour la filière lin qui est bien installée. Il faut beaucoup plus de temps actuellement pour les chanvres dont les premiers 1000 hectares ont été taillés en 2024, car l'ensemble des acteurs est aujourd'hui dans une phase d'apprentissage. Les tailleurs expérimentent des réglages spécifiques aux chanvres. Les filateurs européens habitués à filer du lin, mais pas du chanvre, cherchent des solutions pour améliorer le fil. Et ils ne sont pas encore prêts pour une commercialisation normalisée. En aval, les tisseurs poursuivent leurs travaux pour mieux appréhender les propriétés spécifiques de cette fibre. Le marché du chanvre textile fibre longue est en construction et cela prend du temps. On a déjà quand même des très beaux tissus issus de tissage d'Autan et Libéco et dont vous pourrez voir les échantillons dans le fond de la salle tout à l'heure. Les filatures pour fibres libériennes sont spécifiques et ne peuvent filer ni laine, ni coton, ni synthétique, mais uniquement des fibres longues de lin, de chanvre, voire de ramie. Aujourd'hui, la France est premier producteur mondial de lin car elle possède un terroir favorable au rouissage et un savoir exceptionnel pour répondre à une demande de lin mondialisée. Cette demande est majoritairement asiatique avec des marchés intérieurs en forte croissance. Ils consomment environ 30% de la production mondiale. Les Français, eux, portent assez peu de lin, une quantité inférieure à 1% pour la production mondiale. Il n'y a qu'une seule filature en France et les européennes sont peu nombreuses. Parallèlement, la capacité des filatures asiatiques est en croissance avec des filatures en Inde, en Égypte, en Éthiopie et 60 filatures en Chine. Aujourd'hui, les filateurs européens peinent à atteindre les bons résultats qu'ils avaient obtenus avec les essais chanvre en laboratoire, dès lors que les quantités sont industrielles. Chez les filateurs chinois, c'est très différent. Ils maîtrisent la production de fils de chanvre fins et ont ouvert la plus grosse filature mondiale de chanvre en 2016. Ils ont 10 ans de recul et d'expérience. Lors d'un voyage en Chine fin octobre, offert par l'entreprise Kingdom et la linière du nord de Caen, j'ai pu me rendre dans le nord et voir les parcelles de chanvre fauchées avec les fameuses faucheuses chinoises rudimentaires, puis rouillées au sol. Les fagots de tiges faits à la main, dressés en tipi, étaient en train d'être rentrés. L'agriculteur nous a dit qu'il semait en avril environ 600-650 grains au mètre carré. Il fauche mi-août avant la maturité des graines avec un rendement d'environ 9 tonnes hectare. C'est une variété dioïque nommée Long Tama numéro 3. Ils nous ont parlé de 16 000 hectares de chanvre textile en Chine en 2025. Puis nous avons visité un teillage de lin assez archaïque. Les ouvriers ont fini leur journée juste quand nous arrivions vers 17 heures. Ils y taillent le chanvre après avoir scié les fagots en deux avec une scie circulaire en entrée de ligne. Le patron de Kingdom nous a dit qu'il était prévu également de moderniser les usines de teillage en Chine. La filature dédiée au chanvre que nous avons visitée possède 20 000 broches. Néanmoins, la proportion du chanvre qu'il passe est de 25% contre 75% de lin. Elle est très moderne, très automatisée. Le personnel n'est pas très nombreux au regard de la taille de l'outil et semble très équipé et organisé. Lorsque nous étions présents, il peignait beaucoup de lin et peu de chanvre. Les bobines de mèche issues du ruban peigné sont blanchies dans un bain chaud avec du peroxyde d'hydrogène, H2O2. Mais aucune filature n'en dit jamais plus, ni en France, ni en Pologne, ni à Shanghai.
Les bobines s'égouttent sans protection particulière et il y avait très peu d'odeur. Kingdom dit que tous les produits utilisés chez eux tendent vers l'écologie et sont certifiés et qu'il y a un ajustement des bains de dégommage monitoré par ordinateur qui régule en permanence les dosages des produits. Mais la Chine est grande et je pense qu'il y a de nombreux cas de figure très différents sur tout le territoire. J'ai ramené des échantillons de fibres et du ruban peigné de chanvre chinois et la filasse qu'ils m'ont donnée n'est vraiment pas belle du tout. Par contre, le ruban est beau, même s'il est un peu moins qualitatif que le ruban que nous avons fait, notamment avec la variété française Muka. Les échantillons sont dans le fond de la salle, on pourra les voir ensemble après l'après-midi. Ils achètent jusqu'à 3,10 € le kilo de fibres de chanvre chinois qu'ils filent jusqu'au NM39 en finesse. L'outil de filature dispose de capacités de réglage qui permettent de s'adapter successivement au lin et au chanvre. Nous avons visité la Tissutex de Kingdom à Shanghai, où nous avons vu des tissus totalement aboutis, 100% chanvre, épais ou très fins, des mailles, des mélanges chanvre-lyocell, chanvre-élastane, de très belles couleurs avec une main très souple et qualitative. Ils sont très très forts pour l'ennoblissement. Nous avons également visité une serre immense où il y avait des pieds de chanvre gigantesques avec des diamètres d'au moins 8 cm, pieds mâles et pieds femelles alternés. Mais les femelles ne portaient pas encore les semences et je pense que c'est dans ces conditions-là qu'ils font les semences parce que comme ce sont des variétés dioïques, c'est plus simple pour la récolte des graines. Kingdom commence tout juste aujourd'hui à peigner les chanvres 2024 qu'il a reçues de la linière du nord de Caen et qu'ils ont reçues en juillet. Ils disent avoir confiance dans la qualité reçue et leur retour sera très important pour valider le potentiel des variétés de chanvre françaises. Comme vous pouvez le voir, le chanvre textile sur le modèle du lin est une filière toute nouvelle en France et il reste beaucoup à apprendre et à transmettre pour progresser collectivement. Lin et Chanvre Bio continue les travaux sur le chanvre par le biais d'essais variétaux, essais de peignage, filature, tissage avec des outils présents sur le territoire et vous pouvez retrouver notre guide de culture Fibres longues sur notre site. Merci pour votre attention. Merci Nathalie, bravo pour le timing. J'ai pas précisé tout à l'heure, Ecotechnilin a ouvert la French filature. Donc le point que vous avez vu sur la carte tout à l'heure, les petits Français qui font du fil de lin, c'est nous. Et c'est nous qui sommes pas prêts pour le fil de chanvre. Et c'est pour ça que on est dans iChat, dans le projet dont Estelle nous a parlé. On va partir maintenant plutôt dans l'industrie du composite avec Nicolas, qui est responsable industriel chez APM. On va parler de composite injecté. Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis Nicolas Coiffier, le responsable industriel de la société APM. Depuis maintenant de longues années, ça fait 23 ans que je suis au sein de la société où j'ai pu développer la partie process d'APM qui nous permet de fabriquer des compounds thermoplastiques en y incorporant des fibres de chanvre. On va parler plutôt de la qualité de la fibre de chanvre pour la plasturgie, la qualité que nous on va utiliser pour intégrer aux matières thermoplastiques. Donc, le discours d'APM est assez rodé maintenant aujourd'hui. Je pense que beaucoup de monde connaît ce slide, et en tout cas où on dit on va maîtriser toute la chaîne de valeur du chanvre, la chaîne de valeur du compound qu'on fabrique dans lequel on incorpore le chanvre. La maîtrise de la graine jusqu'à la pièce qui va être injectée et installée dans nos véhicules. Alors comment on maîtrise cette chaîne de valeur? En fait, on le maîtrise grâce à la qualité que nous mettons en place et la qualité qui est maîtrisée depuis la graine, pendant la récolte, au moment du défibrage, mais aussi au moment où elle va rentrer chez nous et on va la retransformer pour venir recalibrer cette fibre et pouvoir l'introduire dans une matière plastique. Ensuite, cette qualité du compound est aussi énormément suivie le long du process d'injection et ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, au moment de l'intégration dans les véhicules. Je vais faire plaisir à tous nos amis agriculteurs et nos partenaires, les usines de défibrage, où la qualité des fibres, elle est pour moi constante selon les différentes récoltes.
Comme je vous l'ai dit, ça fait 23 ans que je travaille avec Lefembre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu très peu, voire quasiment pas du tout, de mauvaises surprises sur la qualité du chanvre saison après saison. Et ceci nous impacte finalement très peu. Alors pourquoi nous impacte très peu? Parce qu'on a réussi à mettre en place une fenêtre de conformité qui va permettre aux fibres de pouvoir s'intégrer dans notre process de transformation. Ce process de transformation, on va le définir avec une qualité entrante de fibres. Ça va être défini par un rouissage, par un taux de Schoenvogt, par une longueur de fibre, par une humidité, par un aspect. Alors nous, on n'aime pas quand il est cotonneux. Voilà, c'est un gros problème pour nous. La présence de nœuds aussi au moment du défibrage. Mais tout ceci, toute cette fibre, une fois passée dans notre traitement thermomécanique, va nous permettre de calibrer une fibre qui va être environ inférieure à 2 mm et qui va nous servir à produire notre produit phare qui est le naphthyline. On n'utilise pas que la fibre aussi, on utilise aussi la Schoenvogt et c'est aussi un point de départ pour essayer de promouvoir nos matières dans des secteurs autres que l'automobile aujourd'hui. Nous avons différentes qualités, donc c'est la Schoenvogt que l'on va microniser dans des tailles ultra fines, de l'ordre de 30 microns. Ceci est extrêmement compliqué à faire avec la Schoenvogt. Nous avons d'autres qualités, des fines qui vont être aux alentours de 100 microns ou plus grossières autour de 500 microns. Là, ça va être destiné plutôt à des applications bâtiments, voilà, des profilés de fenêtres par exemple. Et aujourd'hui, c'est assez nouveau, c'est sous forme de morceaux autour de 1 mm. Donc ça, c'est plutôt des applications visibles dans l'automobile, où jusqu'à maintenant, les fibres étaient plutôt cachées dans les véhicules. C'était plutôt des fibres utilisées pour la structure des pièces. Aujourd'hui, on va tendance à montrer ces fibres et le consommateur est plutôt avide de ceci. Les qualités obtenues sont avant tout maîtrisées grâce à la maîtrise de la technologie de micronisation et de calibration qui permet de répondre à un cahier des charges très orienté aspect. Nous utilisons aussi la fibre dans des concentrés techniques. Alors, notre produit s'appelle Nafiboost. C'est une matière de dilution dans lequel on introduit une très grosse partie de chanvre, environ 60%. Alors ce produit nous permet d'évaluer un peu ce que les prospects hors automobile vont nous demander au niveau de la matière. Car l'un des problématiques qu'on a sur les cahiers des charges des produits hors secteur auto, c'est justement ces cahiers des charges sont plus orientés pièces, concept, et non pas matière. Et donc, du coup, il est assez difficile pour nous de réaliser un mélange de thermoplastique avec la fibre de chanvre quand on ne connaît pas les caractéristiques matière réelles. En fait, nous utilisons ce concentré technique qui permet aux clients de jouer un peu avec cette matière, de se dire, voilà, tiens, je vais en mettre 1%, 2%, 10%, et puis on observe au fur et à mesure ce qui se passe. Et en fonction de ces observations, on est capable de définir après une bonne matière, un bon mélange qui va nous permettre de répondre à la demande de ce client. C'est une façon assez simple et très rapide de commencer à intégrer des fibres naturelles dans des pièces plastiques. Je vais continuer avec le projet Nafilab qui est en cours. Alors, je ne peux pas trop en parler, ça reste confidentiel, le projet n'est pas terminé. Mais dans la recherche d'une qualité de la fibre aujourd'hui, avec tous nos partenaires, qui est l'ADEME, nos partenaires financiers, qui est partenaires techniques, FRD, scientifique, INRAE-FAR, mais aussi Matériac pour la partie industrielle. On est sur le projet de développer des techniques qui nous permettent de contrôler, de mieux savoir pourquoi cette fibre elle est meilleure qu'une autre, et surtout de voir la fonctionnalisation des fibres que l'on a fait, si celles-ci sont bien fonctionnalisées entre guillemets et comment cela se passe. Je ne peux pas m'étendre plus sur le sujet, mais certainement des publications seront faites à la fin de ce projet qui est prévu pour la fin de l'année prochaine, je crois. En conclusion, les qualités de fibre de chanvre, pour moi, donc il n'y a pas une, mais plusieurs qualités de fibre qui est obtenue essentiellement par la maîtrise des outils industriels. Voilà, on voit que malgré les saisons, la fibre, elle est pour nous constante, donc le travail des agriculteurs est assez extraordinaire. Et tout va être dans la maîtrise de l'outil industriel et surtout des coûts aussi, parce que
plus on va travailler cette fibre, le coût va augmenter. Et nous, dans l'industrie plastique, on vend du plastoc, hein, donc la fibre, il faut qu'elle ne soit pas une plus grosse partie du prix de revient de la matière. Et ceci, c'est une avancée technique à maintenir et à consolider parce que on est devant aujourd'hui, nous, dans notre cas APM, depuis plus de 20 années, et on essaie de continuer à promouvoir ce chanvre français dans nos produits. Je vous remercie. Donc on a parlé culture, on a parlé décortication. Quand vous décortiquez la fibre, vous avez une fibre brute. Derrière, vous allez faire une fibre technique. De la cotonisation, vous en faites un fil coton. Vous repartez de la fibre technique, vous la mélangez avec du plastique chez Ecotech Nilin ou chez APM, vous en faites des composites automobiles. Vous pouvez aussi partir de la paille, faire un autre itinéraire culturel, avoir des fibres longues et partir sur de la filature, fibre longue avec la French filature et dans HitChat. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire avec le chanvre. Et comme tu le disais tout à l'heure, finalement, on n'est jamais déçu de la qualité. Bon, parce que aussi la qualité, elle réside dans la quantité. Et c'est le fait d'en produire une grande quantité qui nous permet de faire les sélections. Puisqu'évidemment, la nature, elle ne va pas changer l'ADN du chanvre. Elle ne va pas changer la paroi cellulaire du chanvre. C'est qu'une question finalement de dosage, de rouissage. Et donc, en faisant les bons choix, on arrive à avoir les bonnes matières. Et quand on les caractérise, on arrive à avoir des produits constants. Donc, Frédéric Roure, je suis le président fondateur de GéoChanvre. Nous, ce qu'on a développé sur GéoChanvre, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille l'hydroliage des fibres végétales. Ça veut dire qu'on est en deuxième transformation et on est vraiment dépendant de la qualité des fibres et des pailles qui sont livrées d'une part les agriculteurs, d'autre part par toutes nos coopératives qui font un travail vraiment très qualitatif sur ces pailles. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir me livrer des pailles ou des fibres grossièrement décortiquées avec plus ou moins de la chaîne vote et plus ou moins un rouissage. Et ça, on a fait pas mal de suivi agronomique pour voir quel était l'impact, non pas sur l'itinéraire technique amont, mais sur les produits finis, puisqu'on fait des toiles végétales, mais on fait des rouleaux. Donc, GéoChanvre, on fait des rouleaux qui sont 100% fibres de chanvre. Donc, le procédé, c'est bien ce qu'on appelle les spunlace. C'est un procédé qui existe dans les polyéthylènes et les polypro. Donc, j'ai breveté ça il y a 15 ans. Et depuis, on travaille sur tout ce qui est application agro-agri, mais aussi tout ce qui est espace vert, dans cette logique vraiment produit quantitatif pour remplacer les plastiques. Donc tout ce qui est lutte contre les mauvaises herbes, tout ce qui est couverture de sol, tout ce qui est sol vivant, tout ce qui est apport organique. Voilà, on est vraiment dans cette logique agro d'application de matériaux vraiment vivants. Et l'autre exemple qu'on va traiter, c'est sur le côté événementiel, où Sophie présentera un peu plus quel est son travail. Voilà, donc nous, ce qu'on préfère sur la partie agri-espace vert, c'est qu'on refuse de mettre d'autres fibres importées, on refuse de faire du recyclage de vêtements, de mélanger des plastiques, de mélanger un peu d'autres fibres, jus de coco ou autres, qui n'ont pas du tout la même traçabilité que nos fibres de chanvre. Et bien entendu, donc fibres plutôt courtes, enfin, par rapport aux 2 microns que disait APM, voilà, par rapport à tout ce qui se fait sur la micronisation, etc., nous, on est en fibre de 10 à 50 cm de long, donc ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Mais on tolère encore 15 à 25% de chaîne vote. Donc ça nous permet d'avoir des produits volumiques. Une toile de paillage, c'est à peu près 500 grammes au mètre carré pour être occultant. Donc on va chercher un produit cible pour les agriculteurs autour de 1,40 €, 1,50 €, parce qu'après, le plastique, il est juste inatteignable. Voilà, donc on est en concurrence directe avec tous ces fibres-là. Et ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans, c'est à peu près entre 1 et 2 millions de mètres carrés par an, ce qui représente à peine 1000 hectares. D'accord ? Donc c'est vraiment très petit. Donc on fait très peu de surface. Et c'est là où le marché de lutte contre les plastiques en agriculture est vraiment un combat commun. Et c'est là où on a besoin de tous les acteurs de la filière, de toutes les coopératives, de tous les gens qui transforment la fibre de chanvre pour arriver à concurrencer les plastiques. Ça, c'est notre combat. Et surtout, par contre, d'être traçable, puisque nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des produits qui vont tenir 1 an, la durée d'un cycle de vie naturel, et qu'on puisse apporter cet apport organique
sur des logiques. Je suis sur un sol vivant, j'apporte du carbone au sol, je refais un cycle du naturel. Donc on est champion de la permaculture, on est champion sur on a énormément de retours avec l'INRA. Ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D sur tout ce qui est allélopathie du chanvre. Ça veut dire qu'on commence à traiter la lorode, on commence à traiter certaines maladies, certains insectes, par le fait que c'est un paillage 100% chanvre, où on n'a rien mis d'autre. On n'a pas mis de plastique, on n'a rien mis dedans. Voilà, donc c'est vraiment des logiques plutôt agro-intégristes, où on travaille tout ce qui est mycorhisation du sol. Voilà, donc ça c'est un peu de la fonctionnalisation que l'on fait sur nos paillages, et qui va petit à petit prendre de plus en plus d'efforts. Et après, sur une autre application, donc là, on change complètement les caractéristiques. Ça veut dire que selon les approvisionnements, on passe de fibres brutes, type papetière, comme disait Benoît ce matin, à des fibres plus techniques, où on va passer sur des fibres qui sont plus qualitatives, de 7 à 20 cm et moins de 5% de chaîne botte. Mais là, on développe pas mal d'autres produits. Donc ça illustre un peu ce qu'on fait depuis une dizaine d'années. On a fait des masques, on a fait un peu de tout, on a fait n'importe quoi. Voilà, donc la filtration dans des toiles végétales, ça marche très bien aussi. Filtration air, eau. Voilà, donc il y a énormément d'activités sur la perméabilité sélective des fibres de chanvre qu'on travaille. Et puis on travaille aussi pour le bâtiment, puisque là aussi, on cherche à faire des isolants minces. Voilà. Et donc là, je vais laisser Sophie qui va présenter un peu ce qu'elle fait. Merci, bonjour à tous. Peut-être que si vous êtes rentrés par le grand escalier, vous avez vu des feuillages en papier. Et c'était des dons qu'on a fait à l'Académie du Climat lors de son ouverture. Nous, on fait plutôt des papiers non-feu pour décorer des espaces publics. On est en pleine actualité. Vous savez que les espaces publics ont des réglementations sévères et que notre rôle à nous, c'est de proposer des matériaux qui ne vont pas s'enflammer. Et un jour, je rencontre Fred. Ma vie a changé. En tout bien, tout honneur. Parce que t'es pas tellement facile à joindre, hein, quand même. Bon, voilà. Ma vie a changé parce que j'avais pas beaucoup de possibilités de matériaux vraiment végétal, vraiment biosourcés. Et on a, avec Fred, on s'est rencontrés sur ProDurable. Il est venu sur mon stand. Il m'a dit: Madame, je vous mets la moquette si vous voulez. Et je dis: bah, attendez, comme vous y allez. Et puis finalement, c'était un coup de foudre. Ce géotextile remplace avantageusement les revêtements de sol en polyéthylène. Toi, tu fabriques 2 millions par an de cette nappe. Et il y a 4 millions de moquettes jetées qui durent à peu près 2 jours à Paris. 4 millions de mètres carrés. Donc ça fait des hectares, je ne sais pas combien, mais un certain nombre. Voilà, il n'y a pas de filière vraiment identifiée. Donc substituer ne serait-ce que 10% de cette moquette avec du géotextile a un intérêt évident, comme vous pouvez le voir. C'est plus intéressant. Donc on a visité cette usine avec Fred, que je vous recommande d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller acheter du vin blanc près de Chablis, faites un petit détour. C'est juste incroyable, hyper inspirant, magnifique, au bord d'un canal. Et donc on s'est dit que ce matériau est plus qu'un produit sur lequel on va piétiner, mais une matière première, je regarde, bon, il n'y en a pas tellement d'autres, une matière première absolument fabuleuse, vivante. Et donc nous, notre projet, c'est de transformer, enfin apporter des solutions de cloisonnement. Donc cette cloison, je vais pas tout abîmer. Nathalie, ne t'inquiète pas. Voilà, je fais une petite démonstration. Fred, je veux bien que tu me tiennes le micro. En fait, on a mis du scratch mâle-femelle en même temps. On va dire, comment ça s'appelle? Mâle-femelle. Velcro. Velcro, mais hermaphrodite. Ouais, oui, d'accord. Vous pouvez créer votre cloison, vous pouvez l'allonger, la rétrécir, puisque il y a 2 bandes de velcro qui vont venir s'épouser facilement. Comme ce sont des tubes, c'est stable, ça se replie tout seul. Voilà, c'est une solution. On fait pas mal d'autres choses. On a pas mal encore d'idées en termes de propositions, cloisons, plafonds, éléments lumineux.
Mais c'est vrai que ce matériau nous a beaucoup inspiré, notamment pour, voilà, je disais, remplacer les moquettes. Moi, quand j'étais gamine, il y avait beaucoup de tapis coco à l'époque. Il n'y avait pas cette aiguïté filmée. Et on pourrait peut-être reprendre des usages de bon sens et remettre des choses qui sont biodégradables. Donc après, on a encore à construire la fin de vie de ces matériaux, parce que si on me demande de mettre 1 million de mètres carrés sur les parcs d'expo, il faudra trouver une seconde vie. On ne va pas mettre tout ça à la déchetterie, mais on a déjà des contacts avec des lycées agricoles, etc., pour essayer de trouver vraiment un cercle vertueux qui convienne à tout le monde. Il y a d'autres slides. Ah, bah voilà. Voilà, on fait de la couture, en fait, ça se coud parfaitement bien. On pourrait se faire un petit manteau d'hiver. On peut aussi le malaxer. C'est un matériau tellement intéressant que on peut le... Là, je sors d'un workshop à Olivier de Serres où il y a le Master 1 de textile. Elles ont utilisé ce chanvre pour faire de la broderie, pour faire du capitonnage, de la découpe, des smokes. Donc voilà, on n'a vraiment pas tout dit encore, c'est clair et net. Merci en tout cas de nous avoir apporté ce matériau. Là, voilà, il y a des chapeaux. C'est sûr que avec la petite valeur ajoutée qu'on a faite, c'est qu'on l'a traité non-feu pour notre marché aussi. Donc ça a été un processus assez rapide. On a d'abord fait appel à des spécialistes dans le Nord, et puis Fred a relevé le défi. Il a amené une machine supplémentaire et il a traité non-feu. Une grosse production pour nous. On a passé les certificats et on est en capacité de l'intégrer vraiment dans notre marché de l'événementiel. Voilà, qu'est-ce qu'on a? C'est fini, il n'y a plus rien? Ah voilà. Bah, retour à la nature, ça on ne vous fait pas un dessin, vous avez compris. C'est tout prêt, il n'y a plus qu'à. Voilà. 0 déchet, 0 pollution. C'est tout? C'est la dernière? Voilà. C'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir de voir que tout le monde s'approprie cette matière. Et les applications sont tellement nombreuses. Je vous invite vivement à voir ce que Nathalie et toute son équipe ont préparé en bas au sous-sol, tout à fait en bas, où il y a plein d'artistes qui s'approprient cette matière, qui peignent dessus. Ils retrouvent vraiment, avant les toiles des impressionnistes, qui étaient c'était du chanvre, c'était pas du coton, quoi. Voilà. Donc il y a énormément de matières qui sont à innover avec ces toiles de chanvre. Voilà. Mais soyez précis sur la traçabilité. Moi, je me bataille pour que toute la filière parle honnêtement sur la traçabilité. Il faut éviter que l'on mette trop de plastique, trop de jute, trop de coco, en faisant croire que c'est du chanvre. Voilà. Restons 100% intègres. Merci Frédéric. On en vient aux questions. Édouard Vermès, je suis membre du réseau français de la construction paille. Je me demandais pourquoi la fin de vie n'est pas prise en compte dans les ACV, notamment en comparatif avec les matériaux issus du pétrole. Parce que ça aurait pu encore plus améliorer l'impact du chanvre. Alors, en fait, les ACV, c'est analyse de cycle de vie, mais on choisit où la vie s'arrête. Nous, on a choisi de l'arrêter avant la filature, parce que dans le monde du textile, les étapes de production sont tellement longues. Après, tu as la filature, tu as l'emblissement, tu as la confection. Et ça, c'est tellement propre à chaque marque que nous, on aurait peut-être fait un essuie-test sur une filature de France, mais ça n'aurait pas du tout été représentatif de l'ensemble du monde textile. Donc nous, on fait cette étape-là, et ensuite, après, les marques se l'approprient. Elles se disent, j'achète cette matière, et c'est une pièce du puzzle de leur éco-conception, où elles vont rajouter la filature, la conception, l'ennoblissement, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé plus loin. Mais oui, quand tu prends sur la fin de vie, et Eva en parlerait mieux que moi, sur le polyester, c'est encore pire. Enfin, on est encore mieux en termes d'impact environnemental, notamment sur les microplastiques dans tout ce qui est lavage. Les fibres synthétiques, c'est une catastrophe là-dessus. Ce qui n'est pas le cas sur la fibre de chanvre.
Mais là, c'est sur le textile. Après, sur la construction, ça aurait pu être différent. Isabelle Guettem, Chambre d'agriculture de Normandie à nouveau. J'aurais aimé savoir si on pouvait affiner l'idée du marché du chanvre textile fibre longue. On a vu que les Chinois apparemment sont en avance sur la filature, peut-être sur la consommation. Est-ce qu'on peut se faire une prospective en se disant le lin, par exemple, on a dit que c'était 0,1% de la conso mondiale, c'est 100 000 hectares en France. Si 0,1% de la conso c'était chanvre, ça fait 100 000 hectares aussi. Est-ce qu'on peut rêver à ça ou est-ce que c'est complètement utopique? Est-ce qu'on a une idée un peu du marché du chanvre textile, si ça se développe en France ou est-ce que c'est déjà saturé en Chine? Enfin, est-ce qu'on a une idée? Merci pour cette question embarrassante. Le marché est en construction, vraiment pour l'instant. Comme je vous ai expliqué, il y a un temps long entre le moment où le chanvre est en haute valeur et le moment où les filateurs s'en sont tous emparés, ont tous fait des essais peignage et tous fait des essais filature. Si tout fonctionne et s'ils arrivent à s'adapter et à faire du fil de chanvre au même titre que ce qu'ils font avec le lin, les perspectives sont immenses parce que on ne peut pas augmenter les surfaces de lin au-delà d'une certaine quantité puisqu'on ne peut faire du lin textile que des endroits où on peut rouir et le lin, il ne peut pas revenir sur la même culture avec du lin au-delà de tous les 6 ans. Donc le chanvre s'intègre à l'intérieur des rotations lin. Et si tout fonctionne, il y aura autant d'hectares de lin de chanvre fibre longue que de lin pour le futur. Si tout fonctionne, pour l'instant, le marché est en construction et c'est ce qu'on espère tous. Estelle peut compléter. Oui, je voulais juste compléter parce que c'est vraiment une des raisons d'être du projet ITCHAT également. Enfin, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, les prospectives, elles sont assez compliquées à faire. Et nous, les questions qu'on s'est posées au démarrage quand on a lancé le projet, c'est justement, on se disait, on en avait l'impression d'être un peu dans le flou sur fibre courte, fibre semi-longue, fibre longue, c'est quoi les perspectives? Est-ce qu'à terme, il y aura qu'une typologie de fibre qui dominera les autres ou pas, etc. Et c'est pas les scénarios qu'on sort aujourd'hui. La fibre longue, elle a plein d'intérêts. Elle n'est pas donnée non plus. Et donc, il faut qu'elle trouve son marché. Et donc, je souscris complètement à ce que dit Nathalie, c'est-à-dire qu'il faut quand même être prudent parce que c'est des fibres qui sont pas mass market aujourd'hui. Voilà. Donc l'objet d'ITCHAT, c'est vraiment justement de faire un peu la part des choses sur ces différentes typologies de fibres dont les itinéraires techniques induisent des coûts plus ou moins importants et qui donc, au final, ont des produits qui sont plus ou moins adaptés à ce que le marché est prêt à prendre aujourd'hui. Donc, c'est en cours. Oui, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'année dernière, c'était 1700 hectares en France, à peu près, la fibre longue, sur 100 000 hectares dans le lin. Donc, on est vraiment au démarrage. Et encore, on est plutôt en baisse cette année par rapport à l'année précédente, puisque l'année précédente, beaucoup de teillages ont fait des essais. Et donc, cette année, il y a eu plutôt un peu moins en France. Quand on aura résolu toutes les problématiques autour du chanvre, probablement que ça trouvera le marché. Il y a des producteurs de fibres dans la salle qui ont envoyé un petit carton pour les vœux, et c'était un morceau de tissu en chanvre. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le recevoir, moi c'est mon cas. Et donc, c'est un tissu avec un fil français tissé en France. On voit que c'est possible, et on voit aussi la qualité du tissu. Donc, le jour où on y arrive réellement industriellement, il y a des marchés intéressants à les capter, c'est très clair. Quand on dit l'étirage technique est compliqué, pendant que madame reçoit son micro, sur un fil 100% fibre longue, c'est 11 étapes pour faire un fil. Entre le teillage, le peignage, la préparation de ruban avec les 4 étirages, voire 5, le banc à broche, le blanchiment, le dégommage, la filature, le séchage, le bobinage et ensuite le packaging. Alors que quand vous êtes sur du cotonisé, comme on en a parlé tout à l'heure, vous prenez une fibre technique, vous le passez en cotonisation, vous le passez en card, vous avez un ruban. Ce ruban, vous le mettez directement sur l'open-end, vous avez un fil bobiné. Et donc, vous voyez que les itinéraires techniques sont très différents que vous ayez sur des fibres courtes ou des fibres longues. La semi-longue, c'est un intermédiaire, il y a 5 étapes. Et donc, en fait, il faut réussir à trouver son marché. C'est sûr que si on arrive à faire la même qualité avec des fibres courtes, on ne va pas s'embêter avec les fibres longues. Mais ce que l'on voit aujourd'hui dans le textile de lin, c'est que tout coexiste. Il y a besoin de fibres semi-longues pour tout ce qui est mélange avec de la laine.
On a besoin de fibres courtes pour les mélanges coton-lin qui cartonnent ces dernières années. Et on a besoin de fibres longues pour du 100%. Et donc, il y a fort à parier que le résultat d'ITCHAT, ce sera ça. Sauf qu'on aura des vrais chiffres de risque que prend l'industriel à faire des investissements qui sont colossaux. Madame. Bonjour, Claire Debras, Parc naturel du Vexin français, Val d'Oise. Je voulais savoir, pour les producteurs de fibres longues, enfin pour la production de fibres longues, est-ce que pour l'instant vous vous centrez uniquement sur les bassins qui produisent du lin ou est-ce qu'on peut espérer que ces bassins de production puissent s'étendre à des terres de plus petite qualité? Et deuxième question, pour des agriculteurs qui voudraient se lancer dans la production de fibres autres que vous nous avez présentées, quelle rémunération pourrait-il attendre par rapport à ce qui est rémunéré la fibre longue? Merci pour votre question. Donc pour l'instant, vraiment, faire de la fibre longue en dehors du bassin ligné, c'est pas raisonnable. Pour plusieurs raisons. D'abord, une fois qu'on a enroulé sa fibre longue, s'il n'y a pas un teillage dans le coin, vous ne pouvez pas le défibrer. L'autre raison, c'est aussi le climat sur le bassin ligné qui est tout le long du littoral de Bayeux à Dunkerque, voire même jusqu'à Amsterdam, permet des hygrométries qui, même s'il ne pleut pas au mois d'août, pourront quand même enclencher le ruissage. Il faut savoir que le ruissage, il se passe à partir du mois d'août jusqu'à septembre. Et s'il ne pleut pas au mois d'août, si vous n'avez pas de pluie du tout au mois d'août, le ruissage risque de se passer dans de très mauvaises conditions. Ou si la pluie commence trop tard, vous allez pouvoir ouïr, mais vous ne pourrez pas rentrer sec. Donc c'est vraiment une question de climat et aussi une question de qualité de sol. Par exemple, il y a des essais de lin actuellement en Bretagne qui n'étaient pas historiquement dans le bassin ligné. Bon, en Bretagne, on a consommé un peu beaucoup de cochons, donc il y a pas mal de lisiers, donc le lin verse, et puis on n'a pas toujours les terres profondes un peu répandues et disposées comme dans le bassin ligné. Donc voilà, il y a et des contraintes agronomiques, industrielles au niveau des outils, parce qu'il n'y a pas que l'outil de défibrage qui s'appelle le teillage qui est nécessaire. Comme je vous l'ai montré sur la diapo, il y a aussi tous les outils agricoles qui sont très spécifiques et qui ne peuvent servir que au lin et au chanvre. Donc c'est vraiment un investissement colossal et en plus ça demande une expérience poussée. Donc voilà, on ne fait pas ça par-dessus la jambe. Et une fois que le marché sera vraiment établi et que tout le monde aura acquis une expérience solide sur le bassin ligné, peut-être qu'il y aura des zones où ce sera possible d'étendre, mais c'est quand même assez limité. Vous n'êtes pas obligé de vous associer aux propos de Nathalie, qui grosso modo disent « laissez-nous faire et puis vous verrez ça après ». Donc, il y a des possibilités de faire du chanvre fibre longue ailleurs. Il y a différents projets qui sont menés en ce moment. Il y a l'ADEME qui en finance une partie. On verra, on n'insulte pas l'avenir. En tout cas, il y a des essais qui sont faits. Oui, mais qui ne seront pas taillés sur place. Pour le moment. Les gens de la table ronde veulent poser des questions. Je n'y connais rien, bien sûr, à la culture du chanvre, mais est-ce qu'on peut imaginer couper le chanvre et arroser pour se substituer à la nature et aux orages? Non, il y a des essais qui ont été faits historiquement sur le lin, comme ça, je crois, avec de l'eau d'arrosage. A priori, ça n'a pas les mêmes qualités que l'eau de pluie et il se passe pas, ça ne permet pas un ruissage dans des bonnes conditions. Grosse difficulté, en fait. Si vous mettez 20 mm plusieurs fois, normalement, c'est suffisant. Sauf que ces 20 mm, il faudrait les mettre à une température suffisamment élevée pour que le ruissage s'opère. Pour faire du ruissage, on a besoin d'une certaine température. Si vous pulvérisez de l'eau à 7 degrés, ça ne marchera pas. Et il n'y aura pas suffisamment de temps pour que ça se réchauffe, pour que ça ruisse. Donc les essais n'ont pas fonctionné, effectivement. Il y en a même qui essayent quand même pour finir un petit peu le ruissage. Mais la problématique, c'est surtout une problématique de température, en fait. Une question pour Frédéric et Sophie, là. Les fibres sont incombustibles, classées M1. C'est quoi le secret, là? C'est un secret ou pas? Exactement. Vous ajoutez le produit et c'est prêt. Il y a plus de 90 formulations qui existent. La plus compliquée, la plus terrible qui existe, c'est le bicarbonate de soude. Ça, c'est pas beau comme M. Faut pas trop le dire. Mais c'est vraiment des logiques normatives.
Alors nous, on n'a pas fait ce choix-là, on a pris quand même des formulations certifiées, etc. Et Geodrop, tout ce qui est commercialisé par procédé Chanel, est certifié même pour tout ce qui est usage public, quoi. Voilà. Donc après, comment ça va se passer sur une application murale, sur des isolants minces, ça c'est le challenge d'après. Voilà. Et on aura besoin de retravailler un peu avec FRD, je pense. A priori, la fin de vie de cette moquette, classée non feu M1, ne pose pas problème non plus pour la nature. Voilà. On peut affiner, mais... Disons que ce sont des produits qui sont bio, qui sont certifiés EcoCert. À partir du moment où on les a traités, on repasse sur le paysage. Le paysage s'en fout de l'EcoCert. Ils savent pas ce que c'est que le bio, quoi. Voilà. Donc tout ce qui est paysage, les moquettes qu'on utilise, on travaille avec les lycées agricoles, tout ça, mais pour une application plutôt espace vert, quoi. En deuxième vie, quoi. Donc c'est pas du recyclage, c'est de la deuxième vie sur les produits finis. Et bonjour à tous, Stéphane Bordorieux, chanvrier depuis 40 ans. Président de la FNPC aussi. C'est pas une question, c'est plus une remarque. Vous voulez des fibres d'une certaine longueur, d'une certaine qualité, itinéraire technique, on en a parlé un petit peu, mais on oublie une étape, la récolte. Et aujourd'hui, très peu d'industriels agricoles s'occupent de créer du matériel. Et si on n'a pas la récolte, on n'aura pas de matière. Donc c'est un élément à prendre en compte, voire dans les prochains congrès, de les inviter et de les faire réfléchir sur l'avenir. Surtout que le chanvre est en train de se développer dans le monde entier. Donc il y a moyen de faire pression. Merci pour cette remarque qui est très vraie. Hein. Le problématique, c'est que les constructeurs de tracteurs et constructeurs de machines regardent le volume. Et si c'est pour vendre 10 machines, en fait, ils ne s'amusent pas à développer une machine. Il y a quand même Miller qui a fait son tracteur sur la fibre longue. Il y en a d'autres qui ont développé des tracteurs sur la fibre longue qui sont beaucoup moins chers. Donc la concurrence est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que ça prend un peu de retard par rapport à ce qu'on aimerait faire. La vraie difficulté, on en a parlé déjà tout à l'heure, ce matin, dans le chanvre, on a dit est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est les champs d'abord? Est-ce que c'est le marché d'abord? Est-ce que c'est les machines d'abord? Et la difficulté, c'est qu'on essaye de répondre à la question, et en fait la réponse elle est simple, il faut que ce soit tout aligné, autrement il y en a un qui paye. Et quand on parle de marché, il faut que ce soit autant la fibre que le chêne-vote, que le chêne-vie. Si vous ne faites pas grossir les trois, vous êtes mort. Et on l'a vu ces 20 dernières années, les chanvrières qui n'ont pas tenu le coup, c'est les chanvrières qui n'ont pas réussi à développer aussi bien le chêne-vie, la chêne-vote que la fibre. Donc c'est un marché qui est très compliqué à grossir. L'ambition, elle est très claire sur l'augmentation des hectares. Maintenant, il faut que tout grossisse en même temps et ça va être la vraie difficulté. On discutait là, et je sais qu'il y a un peu des questions qui se posent par rapport à la chaîne vote sur le fait qu'elle soit davantage grise parce que les conditions de récolte sont pas plus compliquées en ce moment. Et donc là, il y a un lien très direct entre la qualité de la chaîne vote, si tant est que la couleur soit une question de qualité, mais et les questions des règlements climatiques. Est-ce que déjà là, comme vous êtes différents experts qui travaillent sur les fibres, vous constatez aussi que y a déjà des changements sur les qualités des fibres liés aux dérèglements climatiques, liés à des saisons qui sont plus compliquées ou pas? J'ai cru comprendre qu'à côté APM pas trop, mais si vous avez d'autres retours d'expérience, je suis preneur. Benoît Savoura, président de la coopérative La Chanvrière. Oui, il y a des changements de qualité de fibre d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que le travail des unités de transformation, c'est de pouvoir, à partir des différentes qualités qui sont produites par les agriculteurs, de pouvoir les alloter et les travailler différemment en fonction des attentes des différents marchés. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme le soulignait APM, le travail des transformateurs, c'est effectivement d'identifier la bonne qualité pour le bon marché. Alors, d'une année sur l'autre, bien évidemment, il y a des variabilités. Et si on regarde la récolte 2024, on a eu des conditions très difficiles de récolte avec un automne pluvieux. Il y a des marchés où il a été difficile de fournir. Et c'est là un peu tout l'enjeu de l'amont de la filière,
où il y a absolument nécessité de travailler sur du stockage pour pouvoir fournir le marché de manière régulière toute l'année et tous les ans. Et donc c'est des coûts aussi, ça. C'est des coûts que la filière amont doit supporter. Ensuite, par rapport à la question très précise des qualités de chaîne vote pour le bâtiment en fonction de la couleur est un élément de sélection, mais c'est pas forcément cela qui va déterminer la performance du produit. Et c'est là où le programme Chablais, qui a été lancé par l'interprofession Interchanvre, travaille, mais où effectivement il va falloir faire évoluer le label Granulat bâtiment pour que effectivement la couleur soit un des critères, mais pas que. Donc ça fait partie du projet qui est en cours et qui est travaillé par FRD-Codem. Donc oui, demain dans le groupe de travail construction, ça sera abordé. Merci Benoît. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, la qualité réside dans la quantité, et donc il faut du stock effectivement, il faut un maillage territorial. Se dire qu'on peut faire du chanvre qu'à un seul endroit, c'est pas un bon message. Parce qu'il peut y avoir une catastrophe à un endroit, il peut y avoir beaucoup de pluie chez Benoît et moins de pluie chez les autres, et nous, ça nous permet industriels de prendre la matière tous les ans. Heureusement qu'on n'a pas de risque, autrement l'automobile, Ecotechnilin est dans l'automobile depuis 30 ans, APM est dans l'automobile aussi depuis 30 ans, on n'utiliserait pas le chanvre s'il y avait un risque, hein, très clairement. Et la couleur de la chaîne vote, faut le voir surtout sur le fait que les marchés tirent de plus en plus de fibres rouille, et pour avoir de la fibre rouille, il faut avoir de la chaîne vote rouille, donc il faut aussi en faire quelque chose de cette chaîne vote. Bonjour, Sylvie Bogajewski, Eco-Casage do Futuro au Portugal. Une question pour Frédéric. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les capacités isolantes et le fonctionnement de votre futur isolant, c'est-à-dire utiliser ce produit-là comme isolant, si j'ai bien compris, isolant fin. Ça fait partie un peu des sujets que l'on essaie de travailler à plusieurs. L'isolation phonique est facile, efficace, directe. Ça, on est bon. Isolation thermique sur un matériau fin, il va falloir que l'on fasse un ATEX. Il faut que l'on travaille sur un bâtiment complet, industriel. Comme on est en train d'en construire un, il sera à 100% avec nos 5 épaisseurs de toile. Et on va instrumentaliser ça pour faire un cas de référence industriel. Parce que les normes ne sont pas adaptées aux matériaux fins. Et voilà, toutes les normes sont des matériaux épais sur la même sonde, ou sur la même sonde, vous prenez la température entre le bout et le milieu. Sur un truc qui fait 2 mm, c'est pas facile. Voilà. Donc il faut modifier les normes, c'est du temps. Et c'est beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'on a besoin de toute la filière. Bonjour. Alors Coralie Welch du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Moi j'avais juste une question concernant les variétés de chanvre. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour les débouchés fibres et composites encore sur des types de variétés de semences, ou bien est-ce qu'il y a des catalogues fixes parce que voilà, c'est connu et les recherches se font plutôt sur la suite de l'itinéraire technique? On a Marjorie qui est là dans la salle, là, qui développe. Lève-toi Marjorie, tu pourras répondre, compléter ce que je vais dire. Donc actuellement, oui, le catalogue est, depuis quelques années, c'est modifié. On a eu un marché qui a développé plus depuis quelques années les variétés fibres. Voilà. On a aussi dans le catalogue des variétés graines, typées graines. Et Marjorie va vous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc oui, au niveau de la sélection variétale, on étudie effectivement les débouchés directement fibres, et on fait bien le distinguo en plus entre les fibres à destination plus textile ou technique. On a des projets à l'image de ceux qui ont été présentés aussi pour comprendre quelle composé de la fibre a un impact derrière sur sa qualité ou ses propriétés techniques. Pour nous, c'est dans le but derrière d'identifier des critères de sélection qu'on peut utiliser très tôt dans le programme de sélection afin, dès le départ, de sélectionner et créer des variétés qui auront ce débouché-là au final. Faut savoir que chez MPIT-ADN, on a modernisé le schéma de sélection
on va dire ça fait depuis 2020. Enfin, le projet avait démarré avant, mais la modernisation vraiment a démarré en 2020, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. On va commencer à avoir les effets de ces travaux-là prochainement. Il y a toujours un grand délai entre ce que nous on travaille et ce que vous pouvez voir, vu que le développement d'une variété maintenant c'est avant c'était 14 ans pour développer une variété. On a réussi à descendre à 6-7 ans, donc vous voyez que le projet a démarré en 2020, donc les premières variétés issues de ces travaux-là ne sont pas encore arrivées, mais on est dessus.